Bonjour, je suis Jean-Mathieu Pernin. Bienvenue dans Libellisé, le podcast de Libération qui vous raconte les coulisses de la vie politique française. Et voilà, c'est ainsi que ça se termine. Libellisé baisse le rideau après 22 épisodes. Il est temps de rentrer au port après 6 mois de ski nautique sur la mer électorale. C'était un vrai plaisir, en tout cas, chaque semaine, de vous relater la présidentielle, puis les législatives et de contredire les ronchons de la politique, tous persuadés qu'il ne s'y passe plus rien. Comme beaucoup d'aventures journalistiques, Libellisé a commencé par un café, puis ensuite, on le sait, une réunion Teams, puis un café a suivi, ensuite un autre café avant de prendre un café et au final de se décider qu'on le ferait ce podcast et on s'est lancé. C'était le 3 février, ça paraît une éternité en tout cas. Un grand merci à vous qui nous avez écoutés chaque semaine avec passion, critique et envie et comme l'impression d'avoir créé quelques liens. Il est toujours important de ne pas rater sa sortie et nous ce qu'on sait faire c'est parler dans un micro. Alors un dernier podcast pour les vacances, ça vous tente ? C'est parti. Libellisé spécial aujourd'hui puisque nous allons mettre à l'honneur tous ceux qui sont venus poser leur voix pour nous relater les soubresauts de la vie électorale française depuis 6 mois. Vous les avez tous entendus au moins une fois, eux. Ce sont les membres du service politique de Libération, spectateurs privilégiés. Ils ont tout suivi des campagnes présidentielles et législatives. Ils se sont emballés, parfois désespérés, se sont fait virer des conférences de presse ou débusquer un faux électeur sous la forme d'un chien. Tous vont défiler dans ce podcast et répondre à notre petit questionnaire et ainsi faire le point sur les bouleversements politiques de ces dernières semaines. Libellisé, épisode 23, les 6 mois qui ont tout changé, le bilan du service politique de Libération. Libellisé, dernier épisode, et il faut dire que durant tous ces enregistrements, certains ont de drôles de manières de se présenter. Le Rachid, 93, Montreuil. À chaque fois. J'ai grandi... J'ai vu Boris Vallaud et après je suis venu en vélo. C'est bon ? Alors eux sont parmi les premiers à avoir participé à l'aventure Libellisé, à savoir Charlotte Belaïch et Rachid Larèche. À Libération, ils s'occupent de la gauche et cette année, c'était un peu les montagnes russes dans ce camp politique. Donc vous voyez, alors en fait vous avez suivi la gauche et c'est vrai, vous avez eu c'était un peu un ascenseur émotionnel parce que si on se souvient du mois de septembre dernier, si on fait un petit bilan de cette année électorale, ça a commencé par un désespoir complet à gauche et ça se finit par une petite lueur à gauche, on peut dire ça ? On peut complètement dire ça, oui. Et c'est vrai que c'est une année qui finalement a été très dense, quoi. On commence avec une gauche éparpillée, beaucoup de candidats, certains qui s'ajoutent, certains qui se retirent. Et en fait, tout s'accélère pendant l'entre-deux tours. Et ce qu'on pensait impossible se dénoue en quelques semaines, quoi. Rachid, toi, comment tu pourrais décrire l'année électorale que nous venons de vivre, que vous venez de vivre aussi ? Lente. Parce que, c'est-à-dire qu'il y a eu un temps si on parle de septembre à février-mars, c'est très lent. Il ne se passe pas grand-chose. Même à couvrir, on suit, il y a plein d'épisodes, les primaires. Il se passe beaucoup de choses quand même, finalement. Il se passe plein de choses, mais dans un truc où rien ne se résout à chaque fois. Il y a plein d'épisodes à chaque fois, il y a plein de trucs qu'on couvre. Il y a une primaire, et après un populaire, Hidalgo se lance, Taubira arrive, elle repart, il y a plein de trucs à raconter. On a quand même l'impression d'un foutoir généralisé. Oui, mais rien ne se résout à chaque fois. On se dit, peut-être que là. Alors qu'en mars, quand Mélenchon commence à monter, là, un truc se passe. Les écolos et les socialistes se crispent encore plus, Mélenchon devient plus fort, et là, ça bouge. Donc c'était une année assez étrange, avec plein d'épisodes, mais qui n'ont rien réglé. Mais lente, mais qui s'accélère très vite à la fin. Mais à nous, à couvrir, c'est ça le plus intéressant. Ce qui était bizarre, on pourra pas en parler, mais le moment le plus drôle entre guillemets à couvrir, c'est après la présidentielle. Tout le monde dit super la présidentielle, super. Et pour nous à gauche, c'était l'après. Alors justement, quel a été dans cette année le moment finalement le plus fort, voire le plus étonnant par exemple que tu aies vécu toi Charlotte ? Pour moi, c'est ce que disait Rachid, je pense. C'est le moment des négociations où on est tous les jours devant le local de la France Insoumise où se passaient les négociations avec le PS, les écolos et les communistes, où tout va très vite, où on faisait 3 mois plus tôt des papiers sur les divergences sur le fond entre chacun et tout le monde disait qu'elles étaient indépassables et d'un coup, en quelques jours, dans une même pièce, on voit qu'il y a toutes les barrières qui tombent, quoi. Et c'est aussi un moment marrant parce que en tant que journaliste, on voit au début, quand chacun tâtonne, qu'on a un peu le relais entre les uns et les autres qui se parlent pas encore tout à fait et qui se sondent à travers nous, quoi, qui nous demandent, et les socialistes ils vous disent quoi, et Faure il pense quoi, et Mélenchon vous croyez qu'il va nous appeler, et c'est un moment où finalement tout
tout le monde se parle, tout va très vite. Et pour moi, c'est le moment le plus intéressant de la campagne. Oui, je suis d'accord avec toi. Et après, si on doit dire pour moi le plus fort, c'est le discours de Mélenchon le soir du premier tour, qui est un très beau discours, presque qui clôt une époque et qui en ouvre une autre. C'est une sorte de passage de témoin où une nouvelle fois, il n'arrive pas au second tour. Mais là, contrairement à il y a 5 ans, c'était un discours assez glauque il y a 5 ans. Cette fois-ci, il a un discours super positif, entraînant, émouvant. Et il dit aux jeunes, maintenant les gars et les filles, à vous. Allez-y maintenant, c'est à votre tour. Et c'était un super discours. Et j'en ai parlé avec lui. Il n'a rien préparé. Il a préparé deux, trois notes comme ça pour le discours. Et comme d'hab, il lit pas, mais il prépare un peu, il écrit. Et là, il avait écrit deux, trois mots. Il avait écrit Marseille, il avait écrit Guadeloupe, Martinique, qui l'ont passé en tête. Et je crois qu'il avait écrit un autre mot, jeunesse, pas plus, trois, quatre mots. Et il monte sur scène, et là, il est ému, donc il redescend. On le voit pas, mais il remonte après. Et là, il part en impro. Et c'est un super discours où tout le monde le dit, même Macron en a parlé, fort, à la droite, tout le monde a le discours. Et c'est un truc qui... je pense que ce discours, c'est le point de départ de ce que raconte Charlotte sur la suite des négos. C'est là où ça se joue. Alors, vous avez été de tous les rebondissements, de toutes les informations électorales, bien sûr, durant cette année. Est-ce que pour vous, il y a eu un déplacement qui vous a marqué particulièrement, avec des coulisses où finalement vous avez suivi des candidats, ça s'est pas passé comme ils l'auraient imaginé, ou au contraire, ça a été plutôt tranquille? Si toi, Charlotte, avec Jadot sur le trottoir, quand il pleut. Je crois qu'on en avait déjà parlé en plus. Oui, mais bon. C'est drôle, ça dit un truc. C'était à la fin de la campagne. Jadot baissait dans les sondages et les écolos organisent un déplacement consacré au sujet de la pollution de l'air à Ivry, sur un pont. Et en fait, c'était assez révélateur de la façon, de la désorganisation totale des écolos. On était toute la presse sur un pont, où des voitures passaient très vite, donc on était tous collés sur le trottoir. Il s'est mis à grêler, on était en extérieur, tous trempés, personne n'entendait Jadot. Les voitures qui passaient, qui klaxonnaient parce qu'elles avaient peur d'en écraser. Du coup, il y avait le mec de la sécurité de Jadot qui, avec une lampe torche, essayait de réguler un peu la circulation. Et t'es là, genre... comment je vais raconter ça, quoi. Enfin, je n'ai même pas entendu Jadot, je ne sais pas ce qu'il a dit, et juste si je le raconte, je raconte le bordel infini, quoi. Et d'ailleurs, une semaine après, je vois Jadot qui me dit... vous n'avez pas fait de papier la semaine dernière, vous venez, vous faites pas de papier. En fait, tant mieux pour vous, quelque part, quoi. Mais sinon, moi, je trouve qu'il y a un des moments forts. Alors, c'est pas un déplacement, mais sur un événement, c'est la convention d'Aubervilliers. Le moment où toute la NUPS s'est réunie pour la première fois pour sceller l'accord, quoi. Et pour le coup, c'est vraiment la concrétisation de ces semaines de négociations. Et quand tu parlais au début de cette année qui finit sur un sentiment d'espoir à gauche, je trouve qu'il se ressentait beaucoup. Alors déjà, c'était assez fou de voir Faure, Roussel, Mélenchon, Bayou à côté. Et il y avait vraiment ce sentiment de dynamique et d'espoir, quoi, je trouve. Comment voyez-vous tous les deux, alors chacun après l'autre, les 5 ans à venir, avec enthousiasme, où vous dites que ça va être encore plus difficile, c'est assez excitant à suivre, on imagine, politiquement, mais est-ce que finalement ces 5 années à venir vont pour vous être réjouissantes? C'est très compliqué de se projeter à chaque fois, mais je pense que ça ne peut pas être pire. En fait, la situation actuelle est tellement compliquée et illisible et bloquée que la gauche, là-dedans, je ne sais pas encore à quel point, si demain il y a une dissolution, dans quel état sera la gauche? Est-ce qu'elle sera encore vraiment en UPS ensemble? Est-ce qu'elle sera encore forte? Est-ce qu'elle peut encore avoir plus de députés? C'est ça qu'on ne sait pas. S'il y a une dissolution et que la gauche, la NUPES résiste et qu'ils ont 200 députés, et bah, pour la gauche c'est super, quoi. Ils sont en progression, ça progresse et tout. S'il y a une solution, ils partent ensemble, il n'y a que 100 députés, ils sont en baisse, bah là, la gauche peut retourner dans ses travers. Ce qui est certain, c'est que la gauche démarre le quinquennat bien plus forte qu'il y a 5 ans. Voilà, sur ça, il n'y a aucun doute. Charlotte, toi, est-ce que tu, sans se projeter, sans jouer Madame Soleil, mais comment tu imagines les 5 années à venir? C'est ce que disait Rachid. C'est compliqué à prévoir. Soit il y a une dissolution, et d'ailleurs, ils s'y attendent tous, quoi. Tout le monde à gauche dit on ne veut pas être surpris. On sait qu'au moment où on s'y attend le moins, il peut décider de dissoudre pour nous prendre par surprise. Donc il faut se préparer à tout moment à repartir au combat électoral.
Et si ça tient, est-ce que c'est un blocage permanent ? Est-ce que c'est un retour, une forme de reparlementarisation ? C'est compliqué à dire, mais je pense que dans tous les cas, ça sera intéressant. Alors, il y a une question que beaucoup de lecteurs, d'auditeurs, même d'autres personnes qui s'intéressent aux médias et qui ne sont pas journalistes se posent, c'est est-ce que quand on suit un candidat, est-ce qu'on est séduit par lui ou pas ? Est-ce que finalement, on se dit, on a plus de tolérance envers lui quand on le suit ? Ça dépend. Là, on a Libération, journal dit de gauche, donc on suit la gauche. Je pense que cette question est plus compliquée à poser pour ceux qui suivent le RN et la droite. Bruxelles, Hidalgo, Mélenchon, Jadot, Taubira. Moi, par exemple, dans les 5, ceux que je connais vraiment bien, c'est Mélenchon et Jadot. Que depuis 7 ans, 8 ans, je connais Roussel un peu. Je connais Roussel, je connais un peu Taubira, Hidalgo, je connais un peu. Mais c'est vraiment que je connais. C'est que quand je vois Jadot ou Mélenchon, je sens quand ils me mentent, je sens quand ils sont mal, je sens quand ils sont en pleine forme. J'arrive à lire, à comprendre un peu leur situation. C'est pas qu'on a pour eux de l'affection ou. C'est au contraire, on arrive mieux à les comprendre quand on suit des gens. Après, il y en a pour lesquels on a plus ou moins de sympathie, quand même, c'est vrai. Oui, non, mais après, on fait toujours attention à quand on écrit, quand même. Ah oui, Non, du coup, mais nous, humainement, il y en a qui sont plus agréables que d'autres. Il y en a qui sont d'ailleurs plus séducteurs que par d'autres. Ça, je dirais pas. Non, mais moi, par exemple, Jadot, il y a des moments avec lui, c'est très compliqué. Et des moments super avec lui. C'est des moments où il va me dire bonjour, des moments où il me parle plus, des moments où il décroche le téléphone, et des moments où on se voit et dans un train, on parle de foot, quoi. Mais Mélenchon parle toujours de politique. Il ne parle que de politique, Mélenchon. Donc, même quand il parle de la vie en général, tout est relié à la politique. Enfin, comme vous avez suivi la gauche, vous êtes le mieux placé pour le savoir. Ce grand débat donc des législatives, c'est NUP ou NUPES alors ? Bon, on n'est pas d'accord. Tu dis quoi, toi ? Moi, je dis NUPS. Je trouve que NUPES, ça fait RPS. Ah ouais, moi, je suis bizarre. Toi, tu dis NUPES. C'est que dans la même phrase, je dis NUP, NUPES. c'est pour tout le monde, quoi. Genre, c'est le flanche, sa volonté. Merci Rachid, merci Charlotte. Ah bah justement, tiens, il y a une autre Charlotte qui rentre dans le studio. Bonjour, Charlotte Chaffanjon, service politique de Libération. Charlotte Chaffanjon a suivi le candidat Macron pendant toute la campagne présidentielle. Elle connaît bien les arcanes du pouvoir et se nourrit de petits fours présidentiels. Un point de vue depuis la coulisse élyséenne forcément intéressant. Alors Charlotte, donc toi tu as une place un peu particulière, je trouve, dans le service politique, puisque durant même la présidentielle, tu as suivi le candidat Emmanuel Macron. Ça a été long quand même à attendre, non ? Le rapport au temps a été très particulier d'une manière générale, donc la question est pas simple à aborder. Ça a été long, court, rapide et lent à la fois. Comment toi tu pourrais décrire cette année électorale ? Est-ce que tu as un mot en particulier ou comment tu la décrirais justement, ce qu'on a vécu depuis septembre jusqu'au mois de juin ? Comment décrirais-tu cette année ? J'ai eu le sentiment qu'on était tout le temps dans l'attente de quelque chose qui ne venait pas, sans savoir vraiment ce qu'on attendait. Un début de campagne, un fait de campagne, un thème qui prend particulièrement, une candidature qui décolle. Puis finalement, il se passait à la fois beaucoup de choses de sérieux et d'important. La crise du Covid, puis le déclenchement de la guerre. Donc c'était des thèmes très lourds. Mais en ce qui concerne la politique pure, il se passait finalement jamais rien de saillant ou de suffisamment intéressant et consistant pour que tout d'un coup on s'en empare et que ça devienne vraiment un sujet ou un objet de travail. Donc un peu dans une espèce d'attente permanente il va se passer quelque chose et qui d'ailleurs ne s'est jamais passé. Pour toi, est-ce qu'il y a un moment qui t'a particulièrement marqué en tant que journaliste ? En ce qui concerne la campagne d'Emmanuel Macron, je dirais le meeting d'entre-deux tours à Marseille, parce qu'il n'y avait personne. Alors c'était dans un cadre sublime, dans les jardins du Pharo, qui domine le vieux port, il faisait très beau. Tout était fait pour que les images soient sublimes, et d'ailleurs à la télé elles étaient pas mal, mais il y avait donc personne sur la pelouse, qui était vraiment aux trois quarts vide. Une ambiance assez fausse, des militants acquis, mais pas de ferveur particulière. Et il fait un discours ce jour-là où tout d'un coup il est plus vert que vert. Donc un discours complètement tout d'un coup sorti de nulle part, alors que la campagne aurait pu lui permettre de le faire. C'était évidemment des appels du pied aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Donc tout était un peu bizarre. Finalement, ça sentait pas très bon. Et même si sa victoire était acquise parce que c'était face à Marine Le Pen, ça augurait déjà quand même de grandes difficultés, je trouve, dans ce moment. Toi qui l'as suivi au plus près, une fois que Emmanuel Macron a gagné, c'est vrai qu'à un moment, on avait l'impression qu'il avait disparu, Emmanuel Macron, avant sa sortie en Normandie, je crois, sur les hôpitaux, et ensuite à Marseille.
Comment, à ton avis, a-t-il vécu finalement cette victoire? Est-ce qu'il a compris que ça allait être compliqué après? Alors, il disparaît pas tout de suite. Il fait un déplacement quelques jours après sa victoire à Cergy-Pontoise, qui se passe pas très bien. On se souvient des images, des jets de tomates cerises sur le président de la République, de batailles un peu dans les étals du marché. Et à partir de là, ils sont plutôt décidés de rentrer à la maison, j'ai envie de dire, et de reprendre un rôle de président qui prend de la hauteur et qui se montre moins. Et le constat que vous faites, on n'a pas beaucoup vu le président, en fait, même ses proches l'ont fait. Enfin, dans l'entourage ou dans les cabinets ministériels, ont eu l'impression que tout d'un coup, il ne savait plus trop s'il fallait mouiller la chemise, prendre de la hauteur, inviter les autres à faire campagne lui-même. Et ont eu l'impression dans le législatif de payer ce flottement et cette absence de stratégie. Mais c'est très difficile de dire ce qu'Emmanuel Macron en a pensé parce que lui-même ne le dit pas, le dit peu, se confie pas ou se confie peu. Donc ce serait vraiment de l'interprétation. Comment, en tant que journaliste politique, tu vois les 5 ans qui viennent? Est-ce que pour toi, c'est quelque chose d'excitant professionnellement ou au contraire inquiétant? Ce que je trouve très excitant professionnellement, c'est que, et là pour le coup c'est de la politique, c'est le dernier mandat d'Emmanuel Macron. Donc de toute façon, aucune chance qu'il se représente, c'est la Constitution qui l'interdit. La guerre de succession va commencer très rapidement, elle a en réalité déjà commencé. Et vu ce qu'est le macronisme par essence, c'est-à-dire en même temps, si c'est défini par lui, un espèce de mélange de plein de choses, c'est difficile de dire ce qui va sortir du macronisme et quelle personnalité reprendra le flambeau, si une personnalité reprend le flambeau. Et je trouve ça très intéressant. Pas que sur la question des hommes, mais parce que les hommes qui lui succéderont diront quelque chose de ce que finalement était le macronisme. Et ça, je trouve ça très intéressant, le macronisme après Macron. Et ça va se jouer tout au long du quinquennat. Mais c'est évidemment inquiétant. On a quand même 89 députés Rassemblement National à l'Assemblée. Et ce sera aussi une part de son héritage. Et ce sera aussi à analyser. On a vu ce début de quinquennat marqué par notamment le recul historique sur l'IVG aux États-Unis. Quand on a 89 députés RN à l'Assemblée nationale qui parlent de génocide de masse en parlant de l'IVG, il y a des choses un peu inquiétantes. Donc voilà, les deux. D'après toi, il y a une question que certains se posent. Quand on suit un candidat, est-ce qu'on est séduit par lui? C'est pas mon cas, mais ça a jamais été mon cas. C'est-à-dire que Emmanuel Macron n'est pas le premier que je suis, parce que je suis François Hollande avant, pendant très très longtemps, plus que Emmanuel Macron. Est-ce qu'à force, ça devient difficile d'être objectif ou pas? Je peux pas parler pour tout le monde, je peux parler que pour moi. Quand ça le devient, faut arrêter. Quand ça le devient, faut arrêter. C'est ce que d'ailleurs j'ai déjà arrêté quelques années. Je pense que c'est un bon signal quand on commence à être un peu touché par des choses. Ou par plus trop savoir par quel bout prendre une histoire parce que voilà, on est un peu humainement, forcément lui on l'aime bien, lui on l'aime pas, et puis on travaille de la matière humaine, donc on n'est pas des robots. Mais à mon avis, quand ça arrive à ce stade-là, il faut s'arrêter tout de suite, c'est un travail, et pour moi c'est qu'un travail, c'est pas une passion pour la politique. Une dernière chose tout de même, tu es journaliste politique, est-ce que maintenant tu as tranché la grande question des législatives, est-ce qu'on dit NUP ou NUPES? Alors il s'avère, je vais vous dire, en presse écrite on n'a pas ce problème. Pour le coup, je travaille régulièrement avec France Inter pour des émissions et là je commence une chronique à la rentrée et on m'a vraiment dit il faut dire NUP. Donc comme c'est ma seule expérience de parler dans un média, à France Inter, je dis NUP. Merci Charlotte. Tiens d'ailleurs on peut se poser une question, comment sont-ils arrivés là? Tristan Berthelot et Nicolas Massol s'occupent de l'extrême droite à Libération, peut-être un pari raté, on ne sait pas. Ils passent leur temps du côté obscur de la vie politique française et savent que ce n'est pas terminé. Tristan et Nicolas, salut à vous. Salut. On vous reçoit tous les deux et c'est la question que je me posais, c'est quand on suit l'extrême droite à Libération, c'est qu'on a fait quelque chose auparavant dans une vie antérieure ou ça a été... Pourquoi c'est vous qui suivez l'extrême droite? Alors moi personnellement, je suis un peu nouveau dans le journalisme politique. C'est mon premier poste de rubricard sur l'extrême droite. Donc je pense qu'on m'a mis là parce que j'avais encore quelques plumes et donc je pouvais en perdre quoi. Non, je rassure Nicolas, tu as été là parce que t'es puni et comme moi juste avant lui. Comment est-ce que vous décririez tous les deux, chacun à votre tour, l'année électorale finalement qu'on vient de vivre? C'est-à-dire depuis septembre, on a eu la présidentielle, les législatives. Comment vous décririez? Assez intense quand même, on va être honnête, je pense pas qu'il y ait d'autres rubriques dans l'année électorale qui vient de se passer qui ont été aussi intenses à vivre. Nous on l'a fait à deux et on aurait pu le faire à plus. D'ailleurs par ailleurs on avait d'autres journalistes qui suivaient l'extrême droite mais moins sur la campagne. Et oui c'était une année très très avec beaucoup de changements, beaucoup de mouvements, beaucoup de nouveautés, beaucoup de retournements. Voilà le mot, on peut appeler ça intense. Tu
as suivi toi, notamment une personnalité au début qui petit à petit s'est effondrée, qui est Éric Zemmour. Quand tu as commencé à le suivre au mois de septembre, c'est-à-dire après l'été 2021, est-ce que tu as perçu véritablement, on peut le dire maintenant, un mouvement en sa faveur, ou alors tout ça n'était que un peu gonflé par les médias? Il y a eu un effet, c'est difficile de répondre, il y a eu un effet de nouveauté qui a fait que chaque média s'est intéressé à ce personnage tout en se poussant à s'intéresser encore plus à lui. C'est-à-dire que l'effet de groupe crée dans des rédactions l'idée que c'est un personnage absolument important dans la campagne, il faut absolument pas passer à côté. Il lui utilise ce bruit médiatique pour exister encore plus. Et ce cercle crée une bulle qui s'appelle une bulle médiatique. Et nous, on a tenté du début à la fin de ne pas en faire partie. Il s'est montré qu'à un moment on ne pouvait plus passer à côté de ce candidat et on a commencé à le traiter. Alors Nicolas, toi, comment tu résumerais cette année électorale? Longue, très longue, parce que sur l'extrême droite, en tout cas, je crois que Marine Le Pen et Éric Zemmour sont partis les premiers en campagne. Marine Le Pen voulait partir tout doucement, en fait, fin août, début septembre, en disant tranquillement, etc. Et en fait, la concurrence de Zemmour a fait qu'elle est partie finalement assez vite en campagne et que ça s'est pas arrêté. Et que, mine de rien, voilà, là, ça, en fait, ça continue. C'est-à-dire que on pensait en être débarrassé, être débarrassé de cette actualité très chargée pendant les législatives. Et là, en fait, on revient, donc on voit la fatigue et c'est ce qu'on se disait avec d'autres journalistes, quoi. C'était qu'en fait, quand est-ce qu'on part en vacances, quoi. C'est-à-dire que là, on a 89 députés RN qui arrivent, donc ça s'étire. Je me souviens, le premier épisode de Libellisé, c'était primaire sauvage à l'extrême droite. En fait, est-ce qu'il y a vraiment eu une primaire sauvage, finalement, entre Le Pen et Zemmour? C'est compliqué à dire, je ne veux pas renier ce qu'on a dit il y a quelques mois. Je pense pas, je pense que comme ça, rétrospectivement, on peut dire que on peut reconnaître à Marine Le Pen d'avoir jamais varié sa stratégie et sa route. En fait, elle a très peu fixé son agenda en fonction de Zemmour. Nous, on se disait quand est-ce que Marine Le Pen va se mettre à faire de la surenchère, etc. En fait, elle a fait campagne sous l'eau sans dire grand-chose, en fait. Et à côté, il y a Zemmour qui a gesticulé, quoi, en faisant une campagne très politique, au sens de lui-même, c'est un ancien journaliste politique. Donc, en fait, c'est peut-être aussi pour ça, c'est peut-être ça qui explique aussi son succès parmi la presse, c'est-à-dire qu'il faisait de la politique, comme les journalistes politiques l'imaginent, etc., sans écho réel dans le pays. Donc non, voilà, il y a quelqu'un qui s'est agité et puis une autre qui a fait une campagne un peu chiante, comme on l'a dit, on l'a écrit. Et à la fin, elle a eu raison. Donc on a dit en fait, elle est très habile, mais voilà, elle a eu l'habileté de savoir que c'était bien d'être chiant, quoi. Quel a été pour vous le moment finalement le plus fort de cette campagne? Moi, j'aurais du mal à employer ce terme parce que ça emploie, c'est un vocabulaire affectif. Alors le moment pour vous le plus important, on va dire. Alors, est-ce qu'il y a un moment charnière ou d'autres? Disons que c'est pas un moment, c'est plus une suite de jours en fait, qui pour moi a révélé ce qui s'est passé à l'extrême droite. Enfin, est assez révélateur en tout cas de ce qui s'est passé à l'extrême droite. C'est au moment où il y a eu les premières défections au RN, donc Jérôme Rivière, puis Damien Rieu, puis Gilbert Collard. Et donc la séquence s'est finie sur un meeting à Cannes de Zemmour. Avec Tristan, en fait, c'était le moment où nous on essayait de faire un peu de fond, d'aller voir les électeurs. Donc moi je partais dans le sud et Tristan était dans le nord. Voir un petit peu ce que pensaient les gens, pas les militants, quoi. Et en fait donc en fait il y a eu ce bruit là constitué donc par ces défections là. Moi-même j'étais dans un petit village à cette époque, donc le mardi, le mercredi quand Jérôme Rivière, donc le chef de la délégation RN au Parlement européen, a fait défection. Et le lendemain, en fait, le jeudi, il y avait Marine Le Pen, non loin de là, à Fréjus, qui faisait un petit déplacement sur l'hôpital public, etc. Et en fait, donc j'y suis allé, donc j'ai vu Marine Le Pen, etc. On a échangé, c'est là que on a pu parler, je l'ai senti détendu, à la fois énervé, en même temps détendu, etc. Et en fait, cette disproportion entre Marine Le Pen qui passait sous les radars, qui faisait un déplacement sans trop de clinquant, quoi. Et cette espèce de disproportion médiatique qui faisait que Jérôme Rivière, qui est quand même quelqu'un qui n'est pas très important, et Damien Rieu, qui est un assistant parlementaire, il a eu le droit
droit à des articles de presse. Vous imaginez, c'est n'importe quoi. Fini par Cannes, donc cette espèce de débauche de meeting où vous avez Gilbert Collard qui arrive sur scène et qui fait des blagues transphobes, Zemmour qui dit que les propriétaires doivent se protéger, qui t'a tiré le fameux truc de la défense excusable. En fait, cette espèce de tintouin médiatique où en plus on a été sommé de s'émerveiller devant Zemmour qui pour la première fois faisait le tour d'un marché où évidemment tout était encadré, etc. Et à le mettre par contraste avec Marine Le Pen qui était entourée de 4-5 personnes, pas trop de journalistes, pas très intéressant, un peu morne, etc. Pour moi, révèle un peu le truc. Et nous, je trouve que là-dessus, Libé, on a bien géré parce qu'au retour du week-end, le meeting de Cannes, c'était samedi de Zemmour et le lundi, on arrive avec une en disant la campagne en trompe-l'œil de Marine Le Pen où on dit que en fait, attention, il y a des défections, etc. Mais c'est elle qui est là, elle ne s'érode pas dans les sondages, son électorat est dur, elle n'a rien changé de son projet initial, mais en revanche, elle est dédiabolisée. Donc c'est à la fois un moment important qui est révélateur, et je pense qu'on a vu ce qui se tramait avant tout le monde. Mi-janvier, justement, il y a eu un déplacement qui nous avait marqué à Haunecourt sur Escaut, dans le Nord, où justement Zemmour était allé voir un maire qui lui donnait son parrainage. Et donc c'était un tout petit village. Là, on voit Zemmour qui se met à la sortie de la mairie. Il y avait une espèce de balcon. Il se met sur le balcon. Il se prend pour Chirac le jour de son élection, alors qu'il y avait en réalité personne. Et en fait, en prenant un peu de recul sur l'espèce de caravane donc tous les journalistes, la meute qui suit le candidat au milieu de ce village qui est au milieu des champs, quoi, en réalité, on se rend compte que, à part les journalistes, il n'y a personne, il n'y a rien. En fait, tout est autour de Zemmour, ne crée que sur le bruit, quoi. Et c'est ce qui s'est confirmé au fur et à mesure, jusqu'à la toute fin où Zemmour, voyant qu'il n'arrive plus à attraper les médias, essaie de se raccrocher à des branches, panique, essaie de reprendre le bruit médiatique. Il essaie de récupérer des faits divers glauques le plus possible. Il va traîner à la colline du Crac. Il fait le truc le plus putassier possible. Et on voit qu'en fait... il y avait en fait que ça, c'était que du vent en fait. Comment finalement vous voyez maintenant qu'il y a à peu près 90 députés RN, quand même une extrême droite très haute en France, vous en tant que journaliste politique, comment vous voyez les 5 ans à venir? D'une manière, vous regardez ça d'une manière intéressante ou ça vous inquiète? En fait, c'est assez étrange à dire, mais le parti était très médiatisé, mais sort un peu de la clandestinité. D'un seul coup, il y a 90 personnes qui vont être à la tribune ouverte. Et nous-mêmes, les journalistes qui suivions ce parti, de même que les journalistes parlementaires ne sont pas forcément ceux qu'on suit le plus souvent, se retrouvent d'un seul coup avec l'éclairage, on les regarde, tous les spots sont tournés vers eux, et ça va nous obliger à un travail... encore plus riche. Ce qui va être intéressant, c'est de voir comment le RN aujourd'hui est devenu, est vraiment à l'intérieur du système. Là, tous les députés ce week-end sont retournés en circonscription, ils ont été reçus par le préfet, par les maires, etc. C'est-à-dire que vraisemblablement, dans 5 ans, le feuilleton des 500 signatures, vous voyez, le truc que jamais Le Pen n'arrive, à mon avis, ce sera terminé. Pourquoi ? Parce qu'ils sont vraiment rentrés de l'autre côté. Ils avaient des conseillers régionaux, des conseillers départementaux, quelques maires, mais là maintenant, c'est des députés, c'est des dignitaires. Ils vont être à côté du préfet, ils sont appelés par tout le monde. Donc il y a ça. Ce qui va être intéressant, c'est à la fois de voir comment ils vont essayer de garder, on va dire, ce qui a fait leur force, à savoir c'est le grand parti qui n'a pas été au pouvoir. Donc pour les gens, c'est un recours. C'est le seul parti qui n'est pas, entre guillemets, du système, puisqu'on les a pas essayés. C'est ce que souvent disent les électeurs. Et en même temps, l'idée, c'est d'en faire suffisamment partie pour être crédible et pour être un parti de gouvernement. Tout ça va être très intéressant à étudier. Et voilà, donc c'est à la fois inquiétant parce que, de fait, s'ils gèrent bien leur truc, ils peuvent gagner en 2027, clairement. En tant que journaliste politique, quand on suit un candidat ou une candidate, est-ce qu'on peut pas être au final séduit par elle ou par lui? Je ne crois pas qu'il y ait de jeu de séduction entre un candidat et un journaliste. On se toise, on est en contact, on échange avec les porte-paroles, avec les gens qui sont chargés de la presse, avec les cadres. Et par ailleurs, ça se passe généralement mal. Mais on a toujours parfois des moments où on discute de façon faussement amicale ou amicale, mais qui sont en fait simplement du savoir-vivre. On a un sujet d'enquête ou un parti qu'on suit, il n'est pas forcément obligatoire de se parler agressivement. Mais non,
on est assez loin de la séduction. Oui, assez loin. Après, moi, quand même, pendant la campagne, j'avoue, je confesse que pour Éric Zemmour, sa morgue, sa misogynie, sa brutalité, pas seulement personnellement, en fait, son espèce de... Vraiment, sa morgue, parfois, me posait des problèmes personnels. C'est-à-dire que j'avais besoin, derrière, de faire un travail journalistique pour ne pas juste être le citoyen qui ne peut pas supporter ce mec misogyne. Il y avait ça. A contrario, Marine Le Pen, mine de rien, il y avait cette distance en fait. Alors, on est libé, hein, donc il y a pas, elle sait qu'elle va pas nous faire, on va pas lui faire des interviews, etc. Mais ça, c'était plutôt reposant en fait, parce que alors que chez Zemmour, ils essayaient vachement d'influer sur nous, de copiner, etc. Autant chez Le Pen, il y avait une sorte de professionnalisme. Et puis, plus distance que professionnalisme obligatoire qui fait comme ils attendent rien de nous. Ouais, voilà. Ils cherchent pas non plus à trop en faire. Quoi. Une dernière chose, il y a un nouveau parti qui s'est créé, enfin une nouvelle coalition plutôt qui s'est créée avec les législatives. Est-ce que vous en savez plus si on dit NUP ou NUPES ? Moi, je suis l'Académie française et je dis NUP. Moi, étant un peu plus rock'n'roll que mon prédécesseur, confrère vénérable doyen, je dirais plutôt NUPES. Et voilà, à peine Tristan et Nicolas sortis du studio qu'un nouveau professionnel teste déjà le micro. Salut, c'est Dominique au micro pour un test son en espérant que tout marche bien. Et ben voilà, à lui on va pouvoir lui demander que devient Douglas. Souvenez-vous, fin février, Libération vous dévoilait qu'un chien, donc Douglas, avait pu voter à la primaire des Républicains. Un faux électeur dans le sud de la France, débusqué notamment par Dominique Albertini. Il ausculte la droite française au plus près et depuis quelques mois voyage au cœur du chaos. Donc Dominique, toi tu t'occupes donc de la droite française, tu la suis à Libération. C'est pas récent, ça fait combien de temps d'ailleurs que tu la suis ? À Libération, ça fait à peu près 3 ans. 3 ans, d'accord. Alors juste toi, en tant que journaliste politique, comment pourrais-tu décrire l'année électorale qu'on vient de vivre ? Je la dirais fatigante, et je dis pas ça pour faire pleurer dans les chaumières ou faire s'apitoyer les gens sur le sort des journalistes politiques. Je dis ça parce que je fais le pari que c'est le sentiment de beaucoup de gens, beaucoup de Français. C'est une année qui a commencé en fait au printemps 2021. Il y a eu des régionales, des départementales en même temps. Ensuite, il y a eu des élections primaires, notamment à droite. Ensuite, il y a eu la présidentielle. Ensuite, il y a eu les législatives. Ça fait très longtemps qu'on est en campagne. Ça fait très longtemps qu'il y a une injonction compréhensible, mais quand même à s'intéresser, à suivre, à se passionner pour des débats qui n'ont pas toujours été passionnants, qui ont parfois été franchement creux, ou parfois qui n'ont pas existé. Je pense que tout ça est fatigant, tout ça ressemble plus à la fin à une sorte de bruit de fond qu'à un authentique moment démocratique, surtout quand c'est percuté par une série de crises que j'ai pas besoin de rappeler. Donc je me demande ce qu'il en restera et surtout je constate, alors le paysage qui sort de tout ça est passionnant, l'Assemblée éclatée, un dialogue à trouver entre différents partis qui ne s'aiment pas, c'est très bien, c'est passionnant, mais c'est le résultat d'une absence de passion de la part des électeurs et même d'un rejet assez franc pour beaucoup d'entre eux. Donc c'est ça qui m'interroge. Quel a été pour toi, durant cette campagne présidentielle, voire législative, le moment le plus intéressant, allez, on va dire présidentiel, parce que tu as suivi Valérie Pécresse ? Oui, alors ce serait facile de dire le Zénith, et ça restera le moment pour moi important, mais j'ai envie de raconter une autre histoire. C'est dans la région de Charleville-Mézières, au milieu de la campagne, et il y a une série de personnes qui discutent avec Valérie Pécresse dans un événement qui est organisé pour ça. Il y a une maman célibataire de 2 enfants qui lui raconte qu'elle a une vie très compliquée parce qu'elle se lève extrêmement tôt le matin, elle doit déposer un enfant à la crèche, un à l'école, elle travaille à mi-temps, elle a peu de moyens. Enfin, c'est une histoire assez dure qu'elle raconte très dignement, et elle demande à Pécresse « Mais qu'est-ce que vous allez faire pour moi ? Comment vous allez m'aider ?» Et c'est une occasion. Rêver n'importe quel politique à ce moment-là commence par faire « Écoutez, madame, déjà, je veux vous dire bravo, hein, c'est pour des gens comme vous qu'on fait ça. Croyez-moi, on va se battre. » Pécresse fait une réponse qui est sans doute très honnête, mais qui peut paraître à côté de la plaque. Elle fait « Écoutez, pour votre problème spécifique, le cumul emploi public-privé, je crois que dans le programme, on n'a pas de solution exactement. On est plus sur le cumul emploi-retraite. » Enfin voilà, elle fait quelque chose d'assez, à sa façon, précis, bûcheur, quoi, voilà, mais complètement décalé par rapport à ce qui vient d'être dit et qui appelait quelque chose de beaucoup plus empathique en fait. Et dans cette scène-là, qu'on a tous remarqué, il y avait une sorte de résumé de ce qui ne marchait pas dans sa campagne. D'ailleurs, toi tu as fait en plus un moment de campagne assez particulier, puisqu'on se souvient de la révélation dans Libération, et c'est avec toi, avec cet animal, donc Douglas le chien, faux électeur dans les Alpes-Maritimes, je crois, et qui a été un moment assez étonnant de la campagne quand même.
qui a été un moment assez étonnant de la campagne. Et puis pour nous qui avons travaillé là-dessus pendant les 3 semaines qui ont précédé la sortie de l'enquête, évidemment quelque chose d'assez intense. Ça n'a pas eu beaucoup d'effet, je le dis, je le dis honnêtement, parce que c'était la veille du début de la guerre en Ukraine. Donc Valérie Pécresse, je crois qu'elle en a souffert dans le regard des gens. Je crois que ça a abîmé une image, mais qui était déjà très dégradée au fond. Je ne sais pas si ça a été décisif dans sa campagne, et puis on ne saura jamais l'effet que ça aurait eu si la guerre n'avait pas éclaté le lendemain. Mais je suis content qu'on l'ait sorti, d'abord parce qu'il faut sortir les infos qu'on a, et ensuite parce que voilà, c'était un exercice, c'était important, quoi. Quand on consulte les gens, on ne plaisante pas. Quand on fait semblant d'organiser une élection à un moment démocratique, quand on dit ça va être formidable, transparent, tout ce que vous voulez, on ne se fiche pas de la gueule des gens en faisant adhérer à l'appel des milliers de personnes qui, au fond, ne s'intéressent pas à votre parti, ne parlent pas français, s'en foutent complètement, que vous avez payé pour le faire. Enfin voilà, quoi, ça n'a aucun sens. Pour toi, comment vois-tu les 5 années à venir politiquement ? T'es enthousiaste ou au contraire ? Je ne suis pas enthousiaste, il n'y a pas de raison de l'être. Je pense que ça va être très difficile pour les gens. Je pense qu'il y a toute une série de choses qui sont difficiles aujourd'hui, qui vont l'être encore plus. Il y a beaucoup de gens qui vont avoir du mal à vivre, qui n'auront pas assez d'argent, qui vont être en colère, qui vont être dégoûtés. Je pense qu'on va ressentir de plus en plus fort le décalage entre cette situation et des discours politiques qui sont obligés d'être volontaristes et de dire qu'ils peuvent régler beaucoup de choses, mais qui en réalité, les choses sont beaucoup plus compliquées que ça. Donc ça peut avancer, mais ça ne va avancer que très lentement. Donc je pense que ça va être intéressant à observer, mais je pense que ça va être très difficile. Il y a une question que se posent beaucoup de gens qui ne sont pas journalistes et qui se disent « Ah bah forcément, quand on suit un candidat, à un moment, au bout de quelques temps, on est séduit par ce candidat. » Qu'est-ce que tu réponds à ces personnes ? Est-ce que c'est un moment, est-ce qu'on reste toujours objectif quand on suit un candidat jour après jour ? Oui, je pourrais dire qu'on est toujours un observateur détaché, mais c'est pas vrai. On a des affects. Voilà, on est des humains, on a en face de nous des êtres humains, on est avec eux. Nos vies tournent autour d'eux pendant des mois, donc il y a des affects. Est-ce que ces affects sont pas toujours les mêmes ? Ça veut dire que moi, je suis passé par rapport à Valérie Pécresse par des moments d'empathie, c'est-à-dire des moments où on la voit faire, on voit qu'elle veut bien faire, on voit que c'est une personne avec ses bons moments, ses moments difficiles, ces moments où tout le monde lui tombe dessus. Et c'est dur. C'est pas parce qu'elle est candidate et qu'elle l'a choisi que c'est pas dur à vivre. Voilà. Et puis après, il y a aussi des moments où on trouve que c'est quand même curieux, que telle déclaration, telle manière de faire, tel truc, c'est un peu à côté de la plaque, c'est bizarre. Il y a des moments où on n'est pas d'accord, à titre personnel aussi, donc ça peut pas être complètement sans impact sur notre façon de vivre tout ça. Donc voilà, on est traversé par toutes ces choses-là, au même moment, à des moments successifs. Et tout l'enjeu, évidemment, après, c'est, dans les papiers que nous écrivons, d'en faire quelque chose d'intéressant pour tout le monde. Ça ne peut pas être juste un miroir de nos émotions personnelles. Sinon, c'est un journal intime, c'est plus du journalisme. Une dernière chose, toi, tu as couvert la droite, tu continues à couvrir la droite, mais il y a une nouvelle formation qui est apparue. On dit NUP ou NUPES ? Moi, je dis NUPES. Voilà. Dominique en parlait, l'année a été longue et pour eux, eh bien, elle est loin d'être terminée. Laure Equi et Jean-Baptiste Daoulas couvrent la majorité et en ce moment, il y a comme un coup de chaud, notamment à l'Assemblée nationale. Voilà pourquoi Laure et Jean-Baptiste, eh bien, vous êtes vraiment durs à attraper. On essaye de démêler ce sac de nœuds. On essaye de comprendre une assemblée éparpillée façon puzzle, on se disait. Avec des gens qui se répartissent des postes à responsabilité en suivant des coutumes ancestrales, mais en faisant de la politique en même temps, en faisant des tweets indignés sur Twitter pour essayer de gagner des points sur ce qui se passe à l'Assemblée. Voilà, c'est the place to be. D'accord. Justement, alors Laure et Jean-Baptiste, vous avez suivi donc la majorité. Vous avez également suivi Emmanuel Macron durant cette présidentielle. Comment vous pourriez finalement résumer cette période électorale qu'on vient de vivre, c'est-à-dire depuis septembre jusqu'à maintenant, qui n'est pas terminée, d'ailleurs on a l'impression. Comment vous pourriez la résumer ? C'est une année faite de beaucoup de contretemps, de faux rythmes, avec beaucoup de temps mort, des faux plats, et puis tout à coup des espèces d'embardées et des accélérations très, très brutales. Et c'est cette... Quelque part, Emmanuel Macron a un peu perdu le sens du timing dans cette année électorale. Alors ça s'est passé à la présidentielle, puis c'est pas passé aux législatives. Et moi, je l'ai vécu un peu comme ça, une année où on s'attendait à bosser énormément d'un coup, et puis ça ne démarrait pas. Et puis au dernier moment, très très intense, entre la semaine avant le premier tour et puis l'entre-deux tours. Et voilà, d'une année un peu stroboscopique comme ça. Oui, moi j'ai l'impression d'avoir passé l'année à dire, que ce soit à mes collègues ou à mes amis, ça va commencer là, ça va démarrer. Et en fait, ça démarre jamais vraiment, ou alors jamais vraiment comme on l'attend.
Et ça démarre quand même. On part quand même sur un truc. Alors c'est la guerre en Ukraine, c'est une fausse campagne, c'est pas de majorité absolue, voilà, c'est jamais ce qu'on attend. Alors, est-ce que pour vous, il y a un moment qui vous a marqué particulièrement dans cette campagne, peut-être en vous déplaçant, est-ce que une déclaration ou alors quelque chose d'autre? Est-ce que parmi tous les papiers que vous avez pu faire depuis septembre, est-ce qu'il y a quelque chose, un moment qui vous a marqué? Moi, je pense qu'il y a un moment, c'est pas un déplacement très lointain. Puis pour revenir au début de notre discussion, c'était à l'Assemblée nationale, c'est à la rentrée des parlementaires. Et là, on a vraiment pu mesurer le choc de ces élections législatives avec des députés Renaissance, macronistes, puisqu'il y a Renaissance, Horizon et Modem, qui, comme le disait Eric Woerth, ont gagné mais pas assez, donc voire un peu perdu, et donc qui sont arrivés à l'Assemblée nationale en faisant la gueule, quoi, en étant inquiets, pas du tout contents des situations, de la situation, avec aussi des absents de poids, que ce soit Christophe Castaner et Richard Ferrand. Et à côté des 89 députés Rassemblement national qui entrent, et cette situation improbable, historique, dont on ne sait pas ce que ça va donner, d'une majorité relative, et même d'une majorité très relative, puisqu'on est très loin des 289. Voilà, donc moi, ce qui m'a marqué, je pense que c'est la première journée qu'on a passée là-bas. Et les suivantes. Mais c'est cette situation très étrange, quoi, d'une victoire qui n'en est pas, qui ressemble à une défaite, et à l'inverse des oppositions qui ont l'impression d'avoir gagné. Moi, ce qui m'a marqué, je dirais que c'est une forme de surprise, mais qui découle sur une question. Emmanuel Macron a fait une campagne vraiment bizarre, mais il y a eu un moment où il s'est vraiment bougé sur la fin, et de l'avoir suivi un petit peu quand il s'enchaînent des déplacements à parler à des gens pendant 2-3 heures dans une espèce de foule. C'est vrai qu'il déploie une énergie qui est quand même assez impressionnante, où nous, quand on le suit, on est quand même assez crevé. Donc voilà, espèce d'énergie, cette capacité à développer une énergie sur la fin qui a été assez impressionnante, presque un peu surhumaine. Et la question, moi, je me suis demandé si il n'a pas eu une espèce d'affaissement psychologique sur la fin, après sa victoire. Finalement, quand on a gagné les Jeux Olympiques, on a été réélu, le seul réélu au suffrage universel hors période de cohabitation. Est-ce que juste il s'est pas un peu désintéressé de tout le reste, et que ça explique pas l'espèce de bazar dans lequel il s'est mis, en mettant autant de temps à nommer son gouvernement, et en déployant une campagne législative aussi pathétique finalement, et qui finalement lui fout un boulet au pied pour 5 ans. Voilà, je me dis, est-ce que c'est pas l'histoire du mec qui a gagné les JO et qu'ensuite a chuté pendant la course en sac? Comment, vous, en tant que journaliste politique, vous voyez les 5 années à venir? Est-ce vous trouvez ça inquiétant, ou au contraire professionnellement excitant? Un saut dans le vide. C'est un saut dans le vide, ce qu'on vit. C'est pour 2 raisons. Ce qu'on s'est dit sur les équilibres politiques qui sont... Donc, on n'a aucune idée aujourd'hui de ce que ça peut donner. Aucune, bien malin, est celui qui peut dire quels textes peuvent être votés, quelle majorité il peut trouver sur quel sujet, la part du programme qu'il peut appliquer. Franchement, on n'en a aucune idée. En fait, c'est effectivement une année électorale qui pose beaucoup plus de questions qu'elle apporte de réponses. Rien n'est soldé. Et puis, extérieur à l'Assemblée, pour le coup, il y a quand même une crise internationale, économique, sociale et par-dessus tout climatique, qui fait que, de toute façon, ça va bouleverser la conduite du pays. Ouais, puis moi, j'ai une question qui est vraiment à la fois presque culturelle et politique, c'est est-ce que nos élus et nos dirigeants sont capables de changer leur comportement? Parce qu'on a été habitué à un exécutif, une majorité rouleau compresseur pendant 5 ans, qui n'écoute rien, en face des oppositions complètement déresponsabilisées, qui pouvaient se permettre d'être dans l'indignation permanente. Là, en fait, on entre dans quelque chose de nouveau. Est-ce que l'exécutif et la majorité, enfin la pseudo-majorité relative, sont capables de discuter, d'arrêter d'avoir raison en permanence? Et en face, est-ce que les autres sont capables de bouger aussi d'une forme d'opposition peut-être assez stérile, qui permet de faire du like, mais qui en même temps n'apporte fondamentalement pas grand-chose. Donc est-ce qu'on est capable de changer de mentalité en France? Ça, c'est une vraie question. Est-ce que quand même, d'après vous, alors même s'il y a quand même plus de 50% d'abstention tout de même aujourd'hui, à présidentielle comme aux législatives, est-ce que le fait que cette assemblée soit si diverse, est-ce qu'on peut parler peut-être même du retour des politiques, de la politique même? Est-ce que ça va nous obliger finalement à faire de la politique maintenant? C'est le retour du Parlement.
En fait, il y a un truc assez marrant, c'est qu'on est tous focalisés sur l'élection présidentielle. On a juste oublié que le pouvoir principal, en fait, il se décidait aux élections législatives, qui n'intéressent personne, parce que comme tu l'as dit, effectivement, il y a eu plus de 50% d'abstention. Donc voilà, c'est peut-être un retour du Parlement, et on va peut-être comprendre que le moment où il faut aller voter, c'est celui-là. Une chose tout de même qui est apparue lors des élections législatives, ça c'est la grande question et ça va être la plus compliquée. D'après vous, on dit NUP ou NUPES ? Moi, je dis un coup de NUP, un coup de NUPES, un coup de NUPS. Et ce qui est assez génial dans un journal et avec la presse écrite, c'est qu'au final, on sera d'accord. D'accord. Et vous-même, là, quand vous êtes à l'Assemblée nationale, vous sentez que c'est encore un sujet de discussion, même parmi les élus de la NUP ou NUPES ? J'ai l'impression qu'ils ont d'autres soucis, mais effectivement, ils ne se sont pas tout à fait accordés. Ils arrivent à être d'accord sur certains trucs. Ça flotte encore. Et puis enfin, il y a eux, Jonathan Boucher-Petersen et Lilian Alemania. Ils dirigent le service politique de Libération. Au journal, on les trouve toujours entre une machine à café, une réunion et un papier à relire. À la main, en permanence, un portable qui vibre, où l'on imagine d'étranges correspondants leur divulguant des scoops politiques. Ou alors il s'agit d'alertes de résultats de foot, on ne sait pas vraiment. Salut Lilian, salut Jonathan. Salut. Bonjour. On est là pour parler un petit peu de l'année électorale. Quand on dirige un service politique d'un journal comme Libération, est-ce qu'on peut dire qu'on est content ou non d'une année électorale ? Est-ce que c'est bien passé d'ailleurs cette année pour vous ? Oui, ça s'est bien passé parce que ça se passe toujours bien à Libération. Non, est-ce qu'on est content ? Est-ce qu'on est content que ce soit fini ? Est-ce qu'on est content des mois qu'on a vécu ? De fait, ils étaient intenses et plein de surprises. Donc d'un côté professionnel, évidemment que c'était riche. Après, en tant qu'observateur du débat public, on peut pas dire qu'on a été dans le haut de gamme en permanence, loin de là. Après, peut-être plus le citoyen, c'est est-ce que ce moment a permis de trancher des grandes orientations ? C'est pas sûr. Est-ce qu'on a assisté à un moment de recomposition, ou en tout cas à un moment où la classe politique, les rapports de force sont un peu redéfinis ? Ça c'est clair et ça ouvre des perspectives qui sont nouvelles. Après, est-ce que c'est satisfaisant ? Ça, j'aurais du mal à le dire. Non, on est content parce que quand on est journaliste politique, avant de diriger le service, c'est qu'on fait ce métier justement aussi pour des années électorales, des années où ça tranche, ça débat. Là, il y a la frustration tout de même de ne pas avoir eu un débat sur beaucoup de questions, et notamment sur des questions d'économique et sociale, des questions de vivre ensemble aussi de la société française. En même temps, la guerre en Ukraine a fait que le débat s'est aussi fait sur des questions très importantes comme la diplomatie, quelles alliances, quelle défense, quelle souveraineté énergétique, souveraineté agricole, alimentaire. C'est des questions dont on ne parle pas forcément dans les campagnes présidentielles. On n'a pas eu une campagne présidentielle faite sur l'islam, sur le burkini, et on a vu que les questions, et on le voit d'ailleurs aux élections législatives, les Français ont voté pour des considérations aussi économiques et sociales, et donc c'est intéressant, et ça va continuer. C'est-à-dire que l'année électorale en fait n'est pas terminée. Mais c'est presque, il y a une distinction à faire entre la présidentielle. La présidentielle, elle s'est ouverte sur l'émergence, le feuilleton Éric Zemmour, donc ça a pas mal pesé sur la nature du débat. Après, on peut pas dire, effectivement, la guerre en Ukraine a fait un petit peu un effet blast en déplaçant vers des sujets éminemment importants et souvent sous-traités dans les campagnes présidentielles. Donc c'est un peu à rebours de ce qu'on pouvait entendre. On a plutôt défendu l'idée que cette campagne, elle s'était pas passée comme prévu, mais qu'elle n'avait pas été nulle pour autant. Après, in fine, on s'est quand même retrouvé dans une dynamique de barrage. Et c'est sûrement un des mots communs entre la présidentielle et les législatives, c'est que de plus en plus, le vainqueur, c'est celui qui a appelé à faire barrage. On s'est retrouvé avec un Macron qui appelait à faire barrage à Marine Le Pen au deuxième tour. Après, il fallait faire barrage à Jean-Luc Mélenchon. Les uns les autres, le RN appelait à faire barrage à Emmanuel Macron, appelait à faire barrage aux Insoumis. Enfin voilà, on a eu quand même un truc d'une forme de dramatisation en disant qu'on n'était pas dans des alternatives raisonnables, tranchées, des options politiques différentes, mais on a eu l'impression d'être un peu toujours pris en otage face à des périls. Donc ça, je suis pas sûr que ce soit une très bonne chose, et ça a tendance à rendre les débats souvent très grossiers. On est plutôt dans l'invective, dans la mise à l'index, plus que dans la confrontation de projets de société qui n'ont pas vocation à être tous les mêmes, mais qui ont au moins normalement l'intérêt d'être confrontés dans des périodes électorales. Là, il y a quand même beaucoup de choses qui n'ont pas été tranchées, et au moins si quelqu'un a réussi quelque chose dans cette élection, c'est pas forcément celui qui a gagné, mais c'est Jean-Luc Mélenchon pendant les législatives, où là, effectivement, on a remis le curseur sur ce qui semblait des préoccupations plus quotidiennes des Français. Est-ce qu'il y a un moment de cette année qui vous a particulièrement marqué, vous-même, en tant que journaliste politique ? Est-ce qu'il y a un événement, que ce soit de la
présidentielles, des législatives dans cette année véritablement étonnante, parce que qui avait commencé très lentement et qui finit un peu en feu d'artifice. C'est compliqué de trouver un moment, parce que la campagne a été plurielle. Non, si, moi j'ai un moment, il y a un moment qui m'a marqué, c'est l'union de la gauche. Enfin, de voir arriver ensemble, notamment un peu la mise en scène, parce qu'ils ont beaucoup raté leur mise en scène, ils en ont réussi une qui était au moment de leur programme, où ils sont arrivés tous ensemble, côte à côte. Mais voilà, on a tellement, nous, ici à Libération, appelé à l'Union de la gauche, critiqué les divisions, critiqué Jean-Luc Mélenchon qui invectivait les socialistes, critiqué les socialistes qui caricaturaient Jean-Luc Mélenchon, que voilà, là, il y avait une forme de responsabilité qui était trouvée. Alors certes, parce qu'il y a un rapport de force favorable à une personne qui ne voulait pas faire l'union et qui là l'a faite, c'est Jean-Luc Mélenchon. Mais on peut critiquer, dire que ça ne tiendra pas, on verra à terme. Mais au moins, à ce moment-là, voilà, il y a des hommes et des femmes qui ont pris leur responsabilité et qui ont dit oui, on va s'unir, on va dire qu'on est d'accord sur certains points, qu'on n'est pas d'accord sur d'autres, c'est pas grave, on se retrouve sur l'essentiel. Et c'est un peu... déjà le cas des électeurs, c'est-à-dire qu'encore une fois, c'était une mise en adéquation avec le réel, la défense de sa petite boutique ou les vieilles habitudes, où il y avait un rapport au réel qui finissait par être un peu questionnable. Donc là, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui... D'ailleurs, c'est les plus contents dans l'histoire, c'est sûrement les électeurs de gauche qui ont retrouvé un débouché et qui passent pas non plus leur vie à essayer de comprendre quelle est la nuance entre les uns les autres, qui voient juste qu'il y a des urgences, des réponses qui leur apparaissent globalement communes, en tout cas rien qui justifiait cette espèce de jeu de rôle. Donc oui, ça c'est satisfaisant. Après, sur le côté plus tactique, c'est vrai que c'est le passage de l'élection présidentielle, et c'est ce qui a redonné du sens aux législatives, c'est quand même quand Mélenchon arrive à imposer cette idée de troisième tour. Donc l'idée, c'est pas de glorifier Jean-Luc Mélenchon, mais il se trouve que ça a été dans cette séquence-là l'homme fort à gauche. Donc c'est évidemment quelqu'un qu'on a observé de façon encore plus attentive à Libération, une fois le crash d'Anne Hidalgo constaté, une fois et une fois constaté aussi le fait que Yannick Jadot avait loupé le coche. Donc voilà, cette capacité à avoir redonné du sens à l'élection législative, qui se traduit par la majorité relative, qui se traduit par une forme de reparlementarisation de la vie politique, ça pour l'instant c'est le bordel. Pour l'instant ça ne donne pas que le meilleur, mais fondamentalement, si on critiquait la présidentialisation, la monarchie républicaine, enfin toutes choses qu'on a beaucoup racontées, on ne peut que s'en réjouir, en tout cas sur le papier. Juste un petit mot de coulisses, si on se remet quelques mois en arrière, nous sommes en septembre 2021, au service politique de Libération, on se dit, voilà, cette campagne... on la sent moyen, ou alors comment on la sent ? On sentait surtout que la gauche allait disparaître de l'Assemblée nationale, or elle est devenue la première force d'opposition. Donc c'est un adage en politique, on dit souvent que rien ne se passe comme prévu, et c'est vrai. Parce qu'à un moment donné, il y a des choix qui sont faits par les responsables politiques, parce qu'il y a des analyses de notre côté qui sont faites à un instant T, et qu'il y a une donnée qui arrive à l'instant T plus 1 et qui change totalement les analyses qui peuvent en être faites. Donc oui, on s'attendait pas à ça, on s'attendait pas non plus à ce qu'il y ait 90 députés d'extrême droite qui rentrent à l'Assemblée nationale. Donc c'est aussi un des faits nouveaux et marquants, mais dans l'autre sens, c'est la fin du Front républicain qui doit tous nous interroger collectivement. On disait la difficulté à voter sur barrage, ça c'est vrai. Et en même temps, dans des seconds tours, on se rend compte que quand le barrage n'existe plus, c'est l'extrême droite qui l'emporte dans plusieurs circonscriptions. Non, mais ce qu'on avait anticipé, je pense, c'était le résultat final. Mais en revanche, les étapes pour y arriver, c'était clairement pas prévu. L'idée on était quand même dans cette idée que ce remake dont les Français ne veulent pas, enfin, c'était quand même un petit peu ça la tonalité. Et en même temps, une fois qu'on avait regardé cette photo du remake, on voyait pas quelle pouvait être l'alternative, parce que est-ce que Jean-Luc Mélenchon était en capacité de renouveler la dynamique de 2017? C'était tout sauf acquis, en tout cas c'était compliqué. On s'attendait à une forme de statu quo avec des Verts au rendez-vous de la maturité, des socialistes qui limitent la casse après l'épisode inattendu de Benoît Hamon, et un Mélenchon qui marque un peu le pas parce que troisième candidature, parce que pas si rassembleur que ça à gauche. Donc on pensait plutôt qu'il y aurait une forme de tripartisation de la gauche, et en fait il y a eu une tripartisation de la vie politique en général, avec, au-delà du remake, l'émergence d'un pôle de gauche. Mais oui, non, c'est après, je pense que heureusement que les choses se passent pas comme prévu. Après, faut pas être complètement naïf, c'est pas toujours pour le meilleur, comme on le rappelait. On se retrouve avec un Rassemblement national dont Emmanuel Macron avait dit que le bilan de son quinquennat, ou en tout cas un de ses objectifs majeurs, c'était de faire baisser le score de l'extrême droite, ou en tout cas de répondre aussi à certaines inquiétudes, à certains questionnements, à certaines angoisses des Français qui justifient le score de l'extrême droite. Tout ça, c'est un échec d'Emmanuel Macron, mais c'est aussi du coup un échec du pays. Comment vous envisagez, comment vous voyez d'ailleurs, vous, les
les 5 ans à venir? Est-ce que ça vous enthousiasme par rapport à ce qui se passe actuellement ou ça peut vous inquiéter? Non, ça m'enthousiasme en tant qu'observateur de la vie politique, d'avoir un Parlement qui a un vrai rôle, d'avoir des choses qui se passent au Parlement, de retrouver cette institution qui a un rôle et on n'est plus dans le jupitérisme avec l'Élysée qui décide et l'Assemblée qui doit aussi exécuter. Non, il y a vraiment oui, dans d'autres pays, moi qui ai beaucoup regardé l'Allemagne et même y travaillé en tant que journaliste, de voir que une assemblée reprend ses droits avec des discussions. Alors on n'a peut-être pas encore la même culture de gouvernement, de coalition, ça c'est vrai, mais il se passe quelque chose politiquement qui n'a pas été vécu depuis très longtemps en France, et tant mieux. Non, je dirais le mot qui me vient quand tu poses la question, c'est le mot apprentissage. Et on a le sentiment qu'il y a un enjeu d'apprentissage généralisé, c'est-à-dire pour le macronisme, au-delà du fait de dire je prends acte des urnes, on a quand même plutôt le sentiment que pour l'instant il est dans l'idée, ou en tout cas il essaye d'installer le refrain que son programme a été validé par l'élection présidentielle, et ça je pense que personne n'est dupe, même les macronistes. De l'autre côté quand même les oppositions qui, l'Assemblée étant devenue un lieu stérile, c'est vrai que c'était plus un lieu tribunicien, plus un lieu de coups, plus un lieu de prise de parole un peu excessive. Donc l'enjeu du compromis, ça veut dire que chacun en rabat un petit peu pour arriver à avancer tous ensemble. Ça, c'est sûr que s'il faut 5 ans pour l'apprendre, ça va être 5 ans un peu compliqués. Après, ce qui peut être inquiétant, c'est que pour des raisons de tactique, pour des raisons d'absence de culture, du dialogue, quand même l'Assemblée a du mal à trouver son rythme de croisière, et que Emmanuel Macron, prenant les Français à témoin, finisse par dissoudre et qu'on revienne dans un schéma très classique de majorité absolue pour le pouvoir en place par moindre mal, d'une certaine manière, face aux urgences, face à un certain nombre de sujets sur lesquels les Français ne comprennent pas qu'on n'avance pas. Donc voilà, il ne faudrait pas que cette espèce de parenthèse du parlementarisme qui est pleine de promesses vienne se refermer et qu'on retourne aux ténèbres du présidentialisme. Il y a une responsabilité, je pense, collective, à la fois des politiques, parce qu'on le voit, le gouvernement, les propositions qui sont faites, c'est pas des propositions de compromis, c'est en fait notre projet il est bien, il faut quand même que vous veniez sur notre projet. Non, c'est pas ça un accord, c'est pas ça de faire un compromis avec d'autres forces politiques. Donc à la fois la majorité doit la prendre. Côté opposition, pareil, il faut apprendre à faire des compromis et pas rester que sur des postures, mais aussi chez les journalistes politiques ou les observateurs. Jusqu'à présent, quand un accord était trouvé, quand un amendement passait, c'était un échec du gouvernement quasiment. Exactement. Maintenant, un compromis, c'est pas une compromission. Un compromis, c'est un accord, et notre démocratie a besoin de retrouver un peu cette maturité-là, et y compris sur des visions, de revenir parfois côté observateur de la vie politique, sur la vision binaire qu'il peut y avoir de nos responsables politiques. Donc en gros, ça peut être aussi le retour du politique. On a craint beaucoup que dans la société, finalement, il y avait moins de politique, qu'on en discutait moins, même s'il y a beaucoup d'abstention. Ça reste aussi peut-être le retour du politique? En tout cas, ça dépend ce qu'on entend par le politique, mais je pense que la politisation de la société, elle n'est pas en cause. L'intérêt des gens pour la chose publique, ou en tout cas de dire qu'ils savent qu'ils attendent que c'est de l'État qu'on peut quand même attendre les grandes orientations du pays, ça reste quand même quelque chose de très ancré. Après, la capacité à se projeter en disant la classe politique peut répondre à mes aspirations, oui, ça c'est quelque chose qui s'était quand même beaucoup cassé, et dans l'abstention récurrente et croissante, c'est quand même beaucoup de ça qui se jouait. C'est où l'indifférenciation gauche-droite, parce que globalement des politiques libérales, cette espèce de cercle de la raison donc la politique, elle passe, c'est ça qui est très contradictoire, c'est qu'elle s'affirme par le clivage, et en même temps, vu la situation actuelle, elle apportera des solutions par le compromis. Donc cette ligne de tension entre les deux, ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord, mais ça veut dire qu'il faut que chacun fasse un pas vers l'autre. Et peut-être nous, notre rôle en tant qu'observateur, ce sera moins de faire la chronique d'un pouvoir face à ses oppositions, mais aussi d'être un peu plus peut-être sur le fond, et d'être capable de pointer des espèces de points de convergence objectifs, ou des choses sur lesquelles les uns et les autres prennent la pause, alors que fondamentalement il y a un chemin qui permettrait de faire progresser. Après, voilà,
j'allais dire, je disais tout à l'heure, l'apprentissage pour l'opposition et pour le pouvoir, c'est nous aussi, il faut qu'on arrive à aller contre nos réflexes, sachant qu'on a été biberonné au fait présidentiel depuis maintenant plusieurs décennies. Une dernière question qui est la plus compliquée. Est-ce que vous savez maintenant si on dit NUP ou NUPES? Alors, on avait cru savoir que les partisans de la NUP disaient NUP, et que quand on disait NUPES, c'était un peu comme quand on disait Maastricht, ça voulait dire qu'on n'aimait pas. En revanche, j'ai encore entendu dans des débats des gens qui sont totalement au cœur de la NUP, qui ont l'air de partager totalement cette dynamique et qui disent NUPES. Donc peut-être que c'est plus comme chocolatine et pas en chocolat, et que c'est... voilà. Merci à tous, au service politique, bien sûr, et puis à ceux qui ont œuvré afin que ce podcast existe, à savoir le service numérique de Libération ainsi que le service photo. Un grand salut avec un chapeau à Paul Quignot et Lorraine Provost pour leur confiance et leur envie d'innover et d'explorer, qui semble littéralement insatiable. Impossible également de ne pas remercier Corentin Courtois, toujours à l'affût, patient et prévenant, c'est important. Tiens d'ailleurs, si vous aussi vous voulez revenir sur ces 6 mois de chamboule-tout politique, vous pouvez réécouter tous les podcasts libellisés. Ils sont disponibles sur Apple Podcasts, Deezer et Podcast Addict. C'est à déguster sans modération. Allez, l'Express rentre en gare, direction ailleurs, vers le sud. Grand merci pour votre écoute, très belles vacances et surtout, ne désespérez pas de la politique.